Voilà, donc bonsoir et bienvenue à ce nouveau cours de Python 1, session mai 2022. Donc, pour rappel, nous sommes à la deuxième semaine de ce cours et à la quatrième live Zoom ensemble. Donc, la dernière session Zoom remonte le mercredi passé sur la semaine 2. Donc, comme on a l'habitude de le faire, chaque fois les sessions Zoom, ce sont des sessions de questions-réponses et aussi de correction de la fiche de TD. Donc, chaque fois avant de démarrer la correction, on vous demande si vous avez des questions par rapport au cours ou bien par rapport au notebook ou au quiz que vous avez fait durant la semaine. Voilà. Donc, s'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à maintenant, je suis à l'écoute. Si aussi il n'y a pas de questions, on va essayer de continuer la correction de la fiche. Bonsoir Ismaël. Oui, bonsoir. En fait, si je télécharge Python dans mon ordinateur, oui. Est-ce que j'aurais besoin d'importer les bibliothèques telles que Random, Math et autres? Non. Cette bibliothèque-là, ce n'est pas la peine de les importer. Par défaut, c'est installé par défaut. Le random et le math. C'est installé par défaut. Ok, merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de problème. Y a-t-il d'autres questions? Okay. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va essayer de continuer le programme de la semaine. Donc, pour rappel, cette semaine, on devait voir la notion de la gestion des messages d'erreur, la notion de variable, comment interagir avec l'utilisateur, comment générer des valeurs aléatoires et comment utiliser certaines fonctions mathématiques. Voilà. Donc, on avait commencé la fiche de matériel, la fiche de TD. Je pense qu'on avait corrigé juste les deux premiers exercices, si je ne me trompe pas. Donc, reste à corriger l'exercice numéro 3, le 4 et le 5. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Donc, exercice numéro 3. Voilà. Donc, dans cet exercice, on demande dans quelle situation on peut utiliser la fonction, la bibliothèque random, de donner un exemple bien spécifique, et quelles sont les valeurs qu'on peut retourner la fonction randint 2,8 et de faire une démonstration sur la fonction random. Voilà, donc c'est ça qu'on va essayer de faire cet exercice. Donc ici, on veut dire dans quelle situation on peut utiliser la fonction random. Qui peut me dire dans quelle situation on peut utiliser ça? La fonction random. Quand on veut calculer des variables aléatoires. OK. Quand on veut calculer des variables aléatoires, ça c'est un exemple. OK. Quoi d'autre? Un autre exemple d'utilisation. Un autre exemple. Par exemple, les jeux de hasard. Par exemple, si on prend l'exemple du jeu de dés, par exemple, on sait qu'un dé a 6 faces. Donc, les ludos qu'on utilise, par exemple, sur les téléphones portables. Quand on joue, par exemple, on touche un bouton et automatiquement, la machine, l'ordinateur nous génère un nombre compris entre 1 et 6.
Donc, ça aussi, c'est un exemple d'utilisation. Donc, les Lido, les jeux de dés, et ainsi de suite. Donc, il y a pas mal d'applications qui utilisent la fonction random. Par exemple, ici, on peut mettre les jeux de dés, comme les Lido et autres. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme exemple? Si on veut calculer la probabilité aussi. Oui, donc il y a la probabilité. Il y a la probabilité, ainsi de suite. Donc il y en a plusieurs. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, ici, on vous dit quelle valeur peut retourner cette fonction-là. Donc le fait de dire la fonction rand int de 2,8, quelle valeur ça peut rendre? Quelles sont les valeurs qu'on peut avoir ici? Je vous écoute. Donc, si par exemple on fait rand int 2,8, ça, cette fonction-là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme valeur? C'est ça la question. Quelles sont les valeurs possibles que la fonction-là peut renvoyer? Quelles sont les valeurs possibles? Ici, on a dit quoi? La fonction rand int, qu'est-ce qu'elle prend comme paramètre? Ici, que représente la valeur 2 et la valeur 8 qui sont à l'intérieur de la parenthèse de rand int? Le minimum et le maximum. Et le maximum. Donc, dans les normes, la fonction doit tirer une valeur au hasard comprise entre 2 et 8. Donc, les valeurs possibles. C'est 4. Oui, on peut dire c'est compris entre 3 et 5. 2 et 8. 2 et 8. Entre 2 et 8. Donc, ça veut dire c'est 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 8. Voilà. Maintenant, ici, on demande de donner un exemple d'utilisation de la fonction random. Donc, on va faire une démonstration. Ici. Donnez-moi un exercice simple d'utilisation de cette fonction, de la fonction random. Alors, si on prend l'exemple de jeu de dés, supposons. Donc, on va dire par exemple écrire un programme. Écrire un programme, supposons, qui génère un nombre compris entre 1 et 6. Donc, si on doit faire ça, qu'est-ce qu'on doit faire en premier lieu pour écrire ce programme-là? Qu'est-ce qu'on fait? On importe d'abord la bibliothèque random. OK, on importe la bibliothèque. La biblio. Monsieur Ismaila, vous pouvez vérifier ce que vous avez écrit. Écrire qui génère un nombre. OK, écrire un programme. Sauté. OK, merci. Un programme. Voilà. Donc, la première chose, on importe la bibliothèque. Donc, on fait import. La bibliothèque, elle s'appelle random. Comme ça.
Maintenant, dès qu'on importe la bibliothèque, qu'est-ce qu'on fait? On tire un nombre au hasard. Un nombre au hasard entre 1 et 6. Donc, on va mettre, par exemple, D égale à, qu'est-ce qu'on met? Quelle est la fonction qu'on va utiliser pour générer le nombre compris entre 1 et 6? On écrit D égale. D égale. Random point. Random point. Rand int. Rand int. 1,6. 1,6. Voilà. Maintenant, si on termine, on passe à l'affichage. Donc, on affiche le résultat. Print. La valeur générée, par exemple, et bon, là, on met virgule tout simplement et on donne la valeur. Donc, pour éviter de faire le plus le str, donc on l'avait vu la fois passée. Donc, pour éviter de faire ça, plus str pour faire la conversion de la variable d. Donc, pour éviter de faire ça, on peut mettre directement virgule la variable d. C'est plus simple. Donc là, on exécute pour voir. Donc ici, quand on exécute pour la première fois, donc il nous a généré la valeur 2. Donc chaque fois qu'on exécute, il va générer une nouvelle valeur. Par exemple, si je réexécute à nouveau, il va me générer la valeur 4. Quand je réexécute à nouveau, il va générer une autre valeur différente de la valeur précédente, et ainsi de suite. Donc chaque exécution, il génère une nouvelle valeur, comprise entre 1 et 6. Donc la fonction, il faut savoir que la bibliothèque random a plusieurs fonctions qui permettent de générer des nombres au hasard. Donc il n'y a pas que la fonction randint. Il y a aussi des fonctions qui permettent de générer des nombres réels. Par exemple, si on veut générer des nombres réels compris entre... je crée un nouveau bloc. Donc on va dire écrire un nombre réel, un programme qui génère un nombre réel. Un programme qui génère un nombre réel. Donc, si on génère un nombre réel, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, la variable, on va nommer ça x. On va mettre x égale à quoi? Quelle est la fonction qui permet de générer les nombres réels? Vous avez omis qui génère. Qui génère, ok, merci. Génère. Maintenant, quelle est la fonction qui permet de générer des nombres réels? Donc, on sait que la fonction randint, ça génère uniquement des entiers. Donc, si on va avoir des nombres avec des virgules, on va utiliser là. Il y a quelqu'un qui a donné la réponse en commentaire. Donc, c'est random.random. Voilà. Donc, ici, vous allez voir ce que ça donne. Random.random. Donc, si on affiche le résultat, print x égale, supposons, on donne la valeur de x, print. Mais ici, vous remarquez quoi? La valeur qu'il a générée, c'est 0, quelque chose. Donc, si on réexécute à nouveau, ici, il va générer aussi une nombre décimal qui est égal à 0, quelque chose. Donc, toutes les valeurs qu'il génère, c'est compris entre 0 et 1. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque-là ou pas. Mais la fonction random, bon, je le mets ici en commentaire. Donc, random, ça génère tout le temps, génère des nombres réels compris entre 1 et 0. Entre 0 et 1. Bon, 0 et 1. Donc, les valeurs qui tirent au hasard, c'est toujours compris entre 0 et 1. Toujours compris entre 0 et 1. Donc, supposons, si on vous demande de tirer, d'écrire un programme qui génère des nombres, par exemple, compris entre 0 et 10, des nombres réels, compris entre 0 et 10, qu'est-ce que vous allez faire?
On sait que ici, les valeurs qui tirent avec la fonction random, on n'a que 0, quelque chose. Soit c'est 0, ou bien c'est 0, quelque chose, ou bien c'est 1. Voilà. Donc, si par exemple, on vous demande ici, je mets un nouveau bloc, d'écrire un programme qui génère des nombres réels compris entre 0 et 10. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, si on demande de faire ça, écrire un programme qui génère un nombre réel qui est compris entre 0 et 10. Donc, on sait que si on utilise random tout court, les valeurs qu'il va tirer, c'est toujours compris entre 0 et 1. Toujours compris entre 0 et 1. Donc, si on doit avoir des nombres qui sont supérieurs à 0 et 1 dans un intervalle bien donné, qu'est-ce qu'on va faire comme traitement ici, d'après vous? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez une idée de ce qu'on peut faire? Bon, déjà, je mets ça, y égale à. Donc, c'est toujours la même fonction qu'on va utiliser. Random, point random, oui. Point random. Maintenant, puisque cette fonction-là, la fonction random, elle génère toujours des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. Donc, si on veut avoir des nombres compris dans un intervalle bien donné, 0 à 10, ou bien 10 à 100, ou bien 10 à 25, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faudra faire ici, c'est quoi? C'est juste utiliser la multiplication par 10, ou bien par 100, ou bien par 1000, ainsi de suite. De ce fait, si on multiplie un nombre par 10, qu'est-ce qu'on fait? On décale toujours la partie décimale d'un chiffre, supposons, d'un chiffre. Si c'est par 100, on décale par 2 chiffres. Donc là, on va juste multiplier ça. On va le multiplier juste par 10. Puisqu'on a dit ici, le nombre doit être compris entre 0 et 10. Donc si c'est entre 0 et 100, on allait mettre ici, multiplié par 100. Voilà, donc on va tester pour le cas de 10, vous allez voir. Bon, après, on affiche à nouveau le résultat. Je copie ceci. Je le colle ici. Donc là, c'est Y. Y égale. Là, on réexécute ce bloc. Ici, vous voyez quoi? On a 4, quelque chose. Donc, chaque fois qu'on réexécute ici le programme, le nombre qu'il va générer va être compris entre 0 et 10 chaque fois. Voilà. Là, ici, on a 9, quelque chose. Donc, si c'était compris entre 0 et 100, ça allait être la même procédure. Au lieu de multiplier ici par 10, on va le multiplier par 100. Parce que par défaut, la fonction random ne génère que les valeurs comprises entre 0 et 1. Donc, chaque fois, si on veut générer par dizaine ou bien par centaine, il faut tout le temps penser à multiplier par 10 ou bien par 100 ou bien par 1000. Voilà. Donc, là, si on prend par exemple 100, on aura ceci. Chaque fois qu'on exécute, il génère une valeur en nombre réel. C'est bon? Donc là, je remets les 10. Voilà. Là, c'est bon. Donc, si vous avez des questions sur ça, c'est bon pour tout le monde? OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, on continue l'exercice numéro 4. Donc, pour l'exo 4, ici, on demande de créer un nouveau bloc. CTRL-V. Ici, on demande de demander à l'utilisateur d'entrer un nombre et de le multiplier par 2 et d'afficher le résultat. Voilà. Là, je le mets en commentaire. Demander à l'utilisateur d'entrer un nombre et de multiplier ce nombre-là par 2.
ensuite d'afficher le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici en premier lieu? On fait quoi? Quelle est la première ligne de code à écrire ici? On doit demander à l'utilisateur de donner un nombre. Et ce nombre-là, on le multiplie par 2. Ensuite, d'afficher le résultat. Donc là, on fait quoi en premier lieu? John, tu peux répondre? Ou bien Yannick? Ici, on a dit quoi? Demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc déjà, l'exercice vous montre déjà la démarche à suivre. Là, en premier lieu, on doit d'abord demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc, s'il entre un nombre, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce nombre-là, on le multiplie par 2. Et une fois qu'on fait le calcul, ce qui reste à faire, c'est juste pour afficher. Donc déjà, l'exercice nous donne déjà les différentes étapes à suivre pour résoudre le problème. Donc en premier lieu, on va juste récupérer juste la valeur au clavier, tout simplement. Donc pour récupérer cette valeur-là, par exemple, on va la nommer n. On va dire n égale à. Donc, puisque ici, la valeur qu'on va récupérer, ce sera un nombre. Donc, forcément, il faut penser à faire la conversion. Soit de convertir ce nombre-là en entier ou bien de le convertir en réel. Bon, de préférence, on peut prendre les entiers. Il n'y a aucun souci. Donc, pour le convertir en entier, on utilise la fonction int. Et à l'intérieur, on fait appel à la fonction input. Donc, on fait input, donner un nombre. Voilà. Maintenant, si on récupère le nombre, qu'est-ce qu'on fait? On doit le multiplier par 2. Donc là, on fait quoi? On multiplie le nombre par 2. Donc le résultat, il faut le stocker dans une variable. Par exemple, on va mettre R comme résultat. R égale à n fois 2. Et la dernière étape, on vous demande d'afficher. Donc affichage du résultat. Donc l'affichage, on va le faire de cette manière-là. Par exemple, on va dire, supposons, si on a donné, supposons la valeur 5, on va l'afficher de cette manière-là, c'est-à-dire 5 multiplié par 2 égale à 10. Voilà, sous cette forme-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un peut me donner la syntaxe à suivre? On fait quoi? Quelqu'un peut me donner la réponse? On va avoir ce résultat-là. Par exemple, on affiche la valeur de n, le signe étoile, la valeur de 2 égale le résultat, la valeur de y, de r. On met quoi? On met n. N, oui. Multiplié par 2. Multiplié par 2. Donc, ici, la multiplication là, ce sont des chaînes de caractères. Étoile, oui, étoile. Donc, on doit le mettre en double quote. Puisqu'on va afficher l'étoile là, le caractère, donc on le met en double quote. Mais sinon, si on fait directement ici multiplier, là, il va faire le calcul. Si on fait ça, voilà. il va calculer. C'est pas ça qu'on veut faire. Là, on met virgule. Et dans les double quotes, on met ici le signe étoile. Donc, étoile 2. Le 2, on peut le mettre directement ici. Virgule. Ensuite, on donne le résultat R. Égal. Merci. Égal.
Un double code. R. R, oui. Voilà. Donc là, si on exécute ceci, on aura le résultat suivant. Donner un nombre. On donne un nombre au hasard. Donnez-moi un nombre. 93. 93. OK. Donc, si on lance l'exécution, il va dire 93 fois 2 égale à 186. 186. OK. Donc là, c'est bon. Donc, pour l'exercice numéro 4, on a fini. On passe à l'exo 5. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. Exo 5. De exo 5, ici, on vous dit, on considère un triangle rectangle de côté 17 cm et 32 cm. Là, on demande de calculer la longueur de l'hypoténuse en utilisant la bibliothèque maths et la théorème de Pythagore. Vous connaissez le théorème de Pythagore? Ah oui. OK. Oui. D'accord. Donc ici, sur l'exercice, je pense qu'on a ici 3 côtés. On a le côté B, A et l'hypoténuse, donc le H. Voilà. Donc on sait que Pythagore a dit quoi? L'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Donc si on veut calculer l'hypoténuse, donc la formule va être directement racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc la formule, elle est donnée ici. Donc, nous, si on doit faire le calcul, on doit, puisque ici les valeurs sont déjà données, on doit initialiser les variables A et B. Donc on va dire A égale à 17 par exemple, et B égale à 32. Et on calcule l'hypoténuse. Donc quelqu'un pour me guider, ce qu'on fait pour résoudre le problème. Donc ici, est-ce qu'on a besoin d'importer la bibliothèque maths? Oui. Non. On doit l'importer. J'entends oui et non. La personne qui a dit oui, pourquoi? On n'a pas encore travaillé sur maths. OK. Bon, on remonte. Donc, on n'a pas encore travaillé sur maths, donc il faut l'importer. Jusqu'à présent, on n'a pas encore importé maths, on a juste importé le random. Donc, là, on doit importer la bibliothèque. Voilà. Donc, si on l'avait importé avant, donc ce n'est plus la peine de le faire. Et c'est la première chose à faire, on importe la bibliothèque. Biblio. Donc, on va faire quoi? Import maths. Voilà. Donc, une fois qu'on importe la bibliothèque, on fait quoi? On déclare les variables A et B. On va initialiser aux différentes valeurs. Donc, on va mettre, on initialise les variables. Il y a quelqu'un qui a donné la réponse sur le chat. On initialise les variables A et B. On va dire A égale à, supposons la valeur de 17. Et B égale à, c'est 32, n'est-ce pas? Égale à 32. Donc là, on vérifie. 17 et 32. Voilà. Maintenant, ici, on doit calculer l'hypoténuse. Calcul de l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse c'est égal à quoi? C'est la racine carrée de A au carré plus B au carré. Quelqu'un peut me donner la formule sur Python? H égale à quoi? C'est maths. Oui. On fait maths. Maths, oui. Point.
S, S, QRT, QRT. entre parenthèses, la Mhm. valeur certifiée, c'est H. Oui. Entre parenthèses, on met quoi? La valeur cherchée, H. Ici, on a dit H égale. H, c'est l'hypoténuse. On a dit l'hypoténuse égale à quoi? C'est la racine carrée de A au carré plus B. B au carré. Donc, dans la racine carrée, on fait quoi? On met A au carré plus B au carré. À l'intérieur de la racine carrée. Donc, on a dit la racine carrée, l'hypoténuse, c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, à l'intérieur ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, A au carré, c'est A fois A, n'est-ce pas? Ou bien c'est A à la puissance 2. Donc, on a vu l'opérateur de la puissance, n'est-ce pas? Donc, c'est A au carré plus B au carré. Ou bien on peut faire ça directement A fois A fois B fois B fois B. Donc, de préférence, puisqu'on a vu l'opérateur de la puissance, mieux vaut l'utiliser. Une fois qu'on calcule l'hypoténuse, on affiche le résultat. Affichage du résultat. On va mettre print. Bon, on va juste mettre H égale la valeur de H. Voilà. Et là, on réexécute. Là, il me dit H égale à 36,23. Donc, si on avait utilisé A fois A, on allait trouver le même résultat. Ici, A fois A, là, B fois B. Ça allait être la même chose. Donc, on a 36,23. Donc, si on réexécute, ce sera le même résultat. 36,23. Voilà. Donc, là, c'est bon. S'il n'y a pas de questions, on corrige le dernier exercice. Mais ici, on est pour ceux qui ont appris cosinus, sinus et tangente, on considère un triangle rectangle de côté 30 et 40 cm. On vous demande de calculer les angles de ce triangle en utilisant la bibliothèque maths. Voilà, donc ici, on va essayer de faire quelques formules de rappel de mathématiques sur le cosinus et sur le sinus. J'espère qu'il y a des mathématiciens ici. Bon, je partage mon écran. Donc, si vous avez un triangle rectangle, par exemple, ceci. Par exemple, ici, on a le côté A. Là, on a le côté B. Et là, on a le côté C. Voilà. Donc, là, ici, on a un angle droit. Là, on a un angle alpha, par exemple. Et là, on a un angle bêta. Donc, ici, on vous demande de calculer, qu'est-ce qu'on demande de calculer? Je reviens sur le notebook. On demande de calculer le cosinus et le sinus, cosinus, sinus et la tangente de ce triangle. Des angles. Hein? Des angles. Donc, on va juste prendre un seul angle et calculer ces différents. Donc, peut-être on va prendre l'angle alpha ou bêta, je ne sais pas. On calcule l'angle entre alpha et bêta. Donnez-moi.
On prend alpha, On prend alpha. On prend l'angle alpha. D'accord. Hein. Donc, les dimensions, on a dit 30 et 40. Voilà. B, Donc, on va dire ici, c'est 30. ouais, 30 et 40. 30 et 40. Ok. Par contre, le C ici, on ne le connaît pas. Le C, c'est l'hypoténuse. Donc, tout à l'heure, on a vu la formule de l'hypoténuse. C, c'est égal à racine carrée de racine carrée de A au carré plus B au carré. Bon. Ok. Maintenant, si on doit calculer le cosinus, on va commencer par le cosinus de l'angle alpha. Ok. Cosinus de alpha, c'est égal à quoi? C'est égal à 30 sur l'hypoténuse. Bon, je ne sais pas qui est en train de parler, mais ta voix là, elle grince. Je ne sais pas si c'est un problème de réseau ou pas. Donc, si on doit calculer le cosinus de alpha, c'est égal à A. C'est A sur C. C'est A sur C. Donc, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc, ce sera A. Bon, j'écris très mal. A sur C. Donc, si c'est le sinus, ce sera quoi? Sinus, c'est B sur C. Ce sera B sur C. Voilà. B sur. Et la tangente? Tangente, c'est côté opposé sur hypoténuse. Ce truc, c'est B sur C. B sur, B sur A. Côté C'est opposé? B sur A. Sur côté qui est adjacent. Adjacent. Voilà. Donc, c'est B sur A. Voilà. Donc, ici, on va écrire le programme qui va permettre de calculer tout ça. Donc, avant de calculer ici, avant de calculer le cosinus de A ou le sinus, on a besoin de connaître le C, l'hypoténuse. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer d'abord l'hypoténuse, ensuite de calculer les différents angles. Ismaël, Oui. Vous dessinez avec quoi? La tortille? Non, pas avec la tortille. Non, non, ce n'est pas la tortille. C'est un outil de zoom qui permet de faire des dessins. OK. Donc, ça fait partie de zoom. Quoi. Donc là, je reviens sur le notebook. Donc, il faut bien regarder le principe. Donc, on calcule d'abord ça, ensuite le cosinus, le sinus et enfin la tangente. On commence d'abord par l'hypoténuse. Voilà. Je reviens ici. Je crée un nouveau bloc. Ici, est-ce qu'on a besoin d'importer à nouveau la bibliothèque maths? Non, non, c'est déjà importé. C'est déjà importé. Donc, ce n'est pas la peine de le faire. Donc, ici, on va juste initialiser les variables. Donc, on initialise les variables. Initialise les variables. Donc, A, on a dit c'est égal à 30. Et B, c'est égal à 40, n'est-ce pas? Donc, une fois qu'on initialise les variables, on va calculer le côté C. Donc, c'est l'hypoténuse en quelque sorte. L'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, on a dit c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, ça, on l'avait calculé ici. Je fais juste un copier-coller. Voilà. Maintenant, une fois qu'on connaît les différents côtés, le côté A, le côté B et le côté C, ce qui reste à calculer, c'est juste le cosinus ou bien le sinus ou bien la tangente de l'angle alpha. Donc là, on va calculer, on va commencer par le cosinus. Donc, calcul du cosinus de l'angle.
de l'angle alpha. Donc, on va nommer ça cos alpha. C'est égal à quoi? Donc, on avait dit c'était c'est A sur C, n'est-ce pas? A sur C. Voilà. A sur C. Maintenant, connaissant le cosinus, est-ce qu'on connaît toujours l'angle alpha? Et ce qu'on demande à calculer, c'est qu'est-ce qu'on demande à calculer? Ce sont les angles de ce triangle. Donc, c'est l'angle alpha et l'angle bêta. C'est ça qu'on demande à calculer. On va connaître l'angle là et cet angle. Donc, nous, pour l'instant, on a calculé les cosinus. Donc, si on veut connaître, par exemple, l'angle d'un cosinus, qu'est-ce qu'on fait? La formule mathématique, c'est quoi? C'est cos moins 1 de A sur C. Déterminer l'angle alpha. C'est côté C'est adjacent, cos c'est moins 1 l'hypoténuse. sur C. De A sur C, pardon. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, oui. Je disais, pour déterminer l'angle alpha avec le Alpha, oui, cosinus, c'est ça. Oui. c'est cos moins 1 de A sur C. OK. Cos moins 1. Alpha est égal à cos moins 1 de A sur C. Oui, cos moins 1 de A sur C. Oui. De A sur C. Bon, je mets ici. C'est alpha qui est égal à ça. Hein? Bon. Ouais, c'est alpha qui est égal à ça. Je prends la gomme. Okay. Voilà, donc je reviens ici. Ça sera la même procédure pour là. Ici, on aura alpha. Bon, c'est le même alpha. Hein? Si on le calcule avec le cosinus, ce n'est pas la peine de le faire avec le sinus. Oui. Ouais. Donc là, je reviens ici. Donc ici, si on veut calculer alpha, l'angle alpha, alpha sera égal à quoi? Maintenant, sous Python, il y a une fonction qui permet de calculer l'angle connaissant le cosinus. Vous connaissez cette fonction-là? Non? Oui, c'est mat.acos. Oui, donc c'est mat.acos. Voilà. Donc là, ça permet de calculer le cos, c'est le cos moins 1 en quelque sorte. Voilà. Cos moins 1 de cos alpha. Acos, c'est arc-cos. Acos, c'est arc-cos. Oui. Acos, c'est arc-cosinus, quoi. Oui, d'accord, merci. Voilà. Donc ici, là, on a calculé l'angle alpha. On va juste afficher. Par exemple, on va mettre un print. L'angle alpha et alpha. Oui. Okay. Bon, ici, puisqu'on demande juste de calculer les angles, donc ce n'est pas la peine de calculer le sinus de alpha ou bien la tangente de alpha. Donc, on va juste, par exemple, utiliser une autre formule pour calculer l'angle de bêta. Donc, on revient ici sur notre tableau. Donc, ici, toutes les formules qu'on a énumérées ici, avec toutes ces formules-là, on n'en a besoin qu'une seule pour calculer pour connaître l'angle de alpha, en utilisant le cos moins 1 ou bien le sinus moins 1 ou bien la tangente moins 1. Donc, si on prend le cas de bêta, donc pour le cas de bêta, par exemple, on va par exemple utiliser le sinus ou bien la tangente pour calculer l'angle, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, pour là, on va prendre le sinus. Donc, si par exemple, on va calculer le sinus de bêta, ici, ça sera égal à quoi? A sur C. Ça sera A sur C. OK. Et l'angle bêta, ça sera quoi?
sera Sin moins 1 de A sur C. sin moins 1 de A sur C. A, A sur C. bon, A sur C. Voilà. Donc là, on revient sur notre notebook. On fait la même chose. Là, on calcule le sinus de l'angle bêta. Donc, on va mettre sinus de bêta. Sin bêta égale. C'est A sur C, n'est-ce pas? A sur C. C'est bien ça? Oui. OK. Maintenant, dès qu'on calcule ça, on peut connaître l'angle. Donc, calcul de l'angle bêta. Donc, ce sera la même procédure. On va dire bêta, c'est égal à max point A sin, comme tout à l'heure. Donc, A sin de sin alpha. Sin bêta. Sin bêta. Donc, affichage, on affiche le résultat. On affiche le résultat. Print. L'angle bêta égale à et2 virgule bêta. Donc ici, si on exécute normalement, on doit avoir le résultat. Donc ici, ils vont dire quoi? Là, il dit l'angle bêta. L'angle alpha, c'est égal à 0,92 et l'angle bêta, c'est égal à 0,64. Donc là, c'est pas bon. C'est pas bon. On a fait une erreur quelque part. Ouais. Cosinus. Là, c'est pas co bêta. Hein? Cos La- alpha, sin cos- alpha, sin bêta, oui, c'est bon. Donc la formule, c'est ça, je pense. Il n'y a pas d'erreur sur la formule. Bon, essayons de faire ici directement A sur C pour voir. Ah, ouais. On réexécute. Le changement. Il n'y a pas de changement. Bon, je ne sais pas où se situe le problème. Je vais essayer de voir. Donc ici, en bas, tout à fait en bas, ici, on a proposé la solution. Je regarde. Ah. On a oublié de faire la conversion. Donc, pour faire la conversion, on va utiliser la fonction qui s'appelle mat.degré pour faire la conversion. C'est ça qu'on a oublié de faire. Donc, ici, cette formule-là, on doit la convertir en degrés. Donc, pas de fait, il donne le résultat en radian. Donc, on va le mettre en commentaire ici. Donc, le résultat est en radian. Donc, il faut le convertir. En degrés. En utilisant la fonction mat.degré. Mat.degré. Degré, je pense que c'est déjà. Donc ici, là, je remets le cos alpha. Alpha. Et tout ça là, on va le mettre dans la fonction mat.degré.
Donc, maths. Ou bien pour séparer ça, on va faire ça, le faire étape par étape. On va mettre ici alpha radian pour que ce soit plus explicite. Alpha radian. Et maintenant ici, on utilise l'angle alpha. On va mettre alpha égal à math point degré. Degré de alpha radian. Alpha radian. Voilà. Mais ici, normalement, si je réexécute ça, pour l'alpha, normalement, ça devrait marcher cette fois-ci. Mais ici, il a dit que alpha égale à 53 degrés. Donc, on doit faire la même chose pour le bêta. Donc, ici, on va mettre bêta radian. Après, on fait la conversion de ça en degrés. Donc là, on le convertit en degrés. Donc, on met bêta égale à maths point degré de bêta radian. Voilà. Donc ici, si on exécute, là, il va nous afficher les angles de alpha et de bêta. Donc, pour faire une vérification, donc on sait que par exemple, dans un triangle, la somme des angles, c'est égal à 180 degrés. Donc, si on peut faire la vérification, on va voir si c'est correct ou pas. Oui. Donc là, on va dire vérification. Si la somme des angles donne 180 degrés. Donc, on va juste mettre print somme des angles égale à, et ici on donne l'expression. Donc, ce sera, l'angle droit c'est déjà 90 degrés, ça on le connaît. C'est ça qu'on va additionner avec bêta et avec alpha. Voilà, plus bêta. Donc, dans les normes ici, on doit avoir 180. Voilà. Donc, si vous regardez ici, on a directement 180. Le type float. Et aussi, il faut penser à faire la conversion en entier. Donc, je ne sais pas, il est quelle heure? Bon, je ne sais pas si... 59. 59. Est-ce que ça vous dirait qu'on dessine ça sur Python, ce triangle-là? Ouais. On peut le dessiner sur Python. OK. Ouais. D'accord. Voilà. Donc, on va essayer de faire le dessin. Donc, si on doit dessiner ça, il faut savoir que la fonction turtle, ben, il ne prend pas de nombre réel, de nombre avec des décimales. Il faut tout le temps penser à faire la conversion en entier. Par exemple, la fonction forward prend des entiers. La fonction left ou bien right pour tourner à gauche ou bien à droite d'un angle bien donné, ça prend en entier. Donc, si vous regardez ici, alpha, c'est 53,3, c'est un nombre décimal. Si on passe ça directement à la fonction right ou bien à la fonction left, il va générer des erreurs. Donc ici, pour éviter d'avoir ce problème-là, ici, il faut penser à faire la conversion. Donc la conversion, on le fait à ce niveau-là. Par exemple, ici, le math point degré, il y a une fonction qui s'appelle round. Bon, on commence par le alpha. Là, on va dire, donc le convertir en entier. On va dessiner le triangle. Le triangle, oui. Ouais, on peut aller en bas de page, vous continuez pour la conversion, non? OK. Pour ne pas, oui. D'accord, Oui. il n'y a pas de souci. Donc, bon, on crée un nouveau bloc. Voilà. On installe les différentes bibliothèques. Point d'exclamation. Pipe 3. Installe. Collab turtle. En seul T.
OK. Donc, dès qu'on installe ça, on importe la bibliothèque. Biblio. On fait import. Collab turtle. Point turtle. As tel. Ensuite, on va initialiser. On initialise la tortue. On fait juste tes points initialize. Voilà. Maintenant, dès qu'on initialise ici, on va passer au dessin de la tortue, du triangle, autant pour moi. Donc ici, si on revient sur notre chemin, donc ici on a 30 longueurs de haut. Il y a un angle à tourner. Tout ça, c'est à calculer. Faut qu'on ait l'algorithme à écrire. Voilà, justement, Ismaël, Oui, j'ai une question par rapport au triangle. oui. Quand, par exemple, la tortue, elle tourne de l'extérieur. L'angle qu'on met, c'est l'angle extérieur ou l'angle intérieur? C'est l'angle extérieur. Donc, supposons, c'est l'angle extérieur. Supposons, on fait, par défaut, on dit la tortue, elle est dirigée vers le haut. Par exemple, par défaut, supposons que la tortue, elle est ici, à ce niveau-là. Donc, si elle avance de 30, donc elle est à cette position-là. Donc, normalement, si elle doit tourner, c'est cet angle-là qu'elle doit tourner. OK, d'accord. C'est cet angle-là. Donc, cet angle-là, il faudra la calculer. OK, Donc, d'accord. on sait que tout ça, là, c'est un angle droit. Ça fait 180 degrés. Effectivement. 180. Donc, pour connaître cet angle-là, on va nommer ça Ouais, alpha prime. C'est 180 moins alpha. Moins alpha. Voilà. OK, d'accord. Merci beaucoup. Okay. Ce sera aussi le même principe que... non. Donc, on revient ici. Donc, on avance de 30. Avant d'avancer, est-ce qu'on ne va pas faire les conversions d'abord pour avoir les différentes valeurs en entier? Pour que c'est mieux. Si. Donc, on convertit les valeurs en entier. On pouvait aussi le faire au besoin. Hein? On pouvait aussi le faire, la conversion au besoin. Au besoin. Hein? C'est possible aussi. Hein? Non, de toute façon, c'est à nous de voir. On convertit juste l'angle alpha, l'angle bêta et aussi le côté C. Parce que là, on l'avait calculé. Il va donner ici une valeur réelle. Là aussi, il faudra penser à faire la conversion. Donc, on convertit par exemple la valeur C, l'hypoténuse. On va mettre tout simplement C égale à la fonction, c'est round tout court, je pense. Round. OK. Round entre parenthèses C. Donc ici, on prend l'ancienne valeur de C qu'on va convertir et qu'on va remettre dans la valeur de C. Tout simplement. Ensuite, on fait la même chose pour l'angle alpha. On va mettre alpha égale à round alpha. Et bêta égale à round bêta. Diallo. Ça va? Oui, la fonction round. Oui. La fonction round, elle convertit, par exemple, la valeur C en entier. Bon, ça fait la conversion et ça arrondit aussi à la valeur supérieure. Voilà. Parce que vous savez, quand on fait la conversion en entier, il faut aussi penser à faire l'arrondi. Si on met directement la fonction int tout court, int ne va pas faire l'arrondi. Par exemple, si on a supposons 2,6,
Au lieu de prendre 3, il va prendre la valeur 2. Ok. Il n'arrondit pas la valeur. Par contre, avec la fonction rang, ça convertit et ça arrondit en même temps. Bon, on va dire ici en commentaire. Donc, ça convertit et arrondit la valeur. La valeur en entier. Okay. Donc ici, on a fait la conversion des différentes valeurs dont on a besoin. Et vous avez dit comment se fait l'arrondi en excès? Oui, c'est en excès, oui. Si on a par C'est en exemple, si c'est au dollar de 5, Mhm. il arrondit en C'est à excès. partir de 5. C'est à partir de 5, oui. À partir de 5, hein? C'est à partir de 5. Ok. Donc, dès qu'on fait l'arrondi des différentes valeurs, donc là, on peut passer au dessin. Donc, la première chose à faire, on avance de 30. Donc, 30, c'est la valeur A. On peut dire on avance de A qui est égal à 30. On va mettre T point forward. Forward de A. Maintenant, si on avance de 30, qu'est-ce qu'on fait? Par rapport à notre schéma qui est là, on va dessiner ce triangle-là. Si on avance de 30, on est à ce niveau-là. Ici, on doit tourner dans ce sens. Ça, c'est quel côté? Gauche ou droite? Droite. Droite. À droite. OK. Donc là, on tourne à droite. On met T.right. C'est l'angle, c'est alpha prime, hein? C'est 180 moins alpha. 180 moins alpha. Après, on avance de C. On avance de C. C, c'est l'hypoténuse. On met T point forward C. Ensuite, on va tourner à nouveau. On tourne toujours à gauche ou bien à droite? À droite. À droite. On tourne à droite. T point right. Ce sera aussi 180 moins l'angle. Cette fois-ci, c'est l'angle bêta. Donc, c'est à ce niveau-là. À ce niveau. De cet angle-là, ici, bêta prime, c'est 180 aussi moins bêta. On va tourner de cet angle-là. Cet angle. Ok, donc je reviens sur le notebook. Ici, on a tourné de droite de 180 moins bêta. Maintenant, il reste juste tout simplement avancer de. On avance de B, je pense. On avance de B. Qui est à la 40 cm. On met point forward. Oui, 40. Ok. Maintenant, ici, si on exécute normalement, il va nous dessiner notre triangle. Donc là, on va lancer l'exécution du programme. Ah. Donc, on a là, mais c'est trop petit. Ce sont les valeurs, c'est pas mal ça. Oui. Donc, on va juste masquer la tortue, juste après. La tortue. On fait T point. Height. Okay. Donc là, c'est bon. On a notre triangle qui est là. Voilà. Bon, y a-t-il des questions? Monsieur Diallo, Oui. est-ce qu'on peut savoir la vitesse de la tortue? Donc, Il y a une fonction qui peut déterminer la vitesse de la tortue. Pour connaître ça, la tortue, à quelle vitesse elle travaille, oui.
Par défaut, je pense que la vitesse 1, si je ne me trompe pas. On peut chercher sur Google. Hein. Il y a Google qui est là. Ah, Donc, on va faire une recherche pour voir. Vitesse de la tortue par défaut. Par défaut. Bon, on va mettre un Python. On regarde. Ici, on dit une tortographie est une manière bien connue et intuitive pour initier les enfants au monde de la programmation. On descend. Bon, ici, est-ce qu'ils ont donné la vitesse? qu'est-ce qu'il y a Hmm. au niveau de la partie verte? Qu'on a C'est ça. que- Ici. Oui, Donc, je pense que ici, parce que je pense que le dessin là, c'est ce programme-là qui permet de le faire. ok. Ce programme-là. Ok. Bon, là, je ne vois pas la vitesse. Non, certainement, c'est ça, parce que l'autre un jour, bon, j'avais commis une erreur, mais ils m'ont dit que bon, la vitesse, j'avais essayé des vitesses, quoi. Ils m'ont dit que la vitesse est comprise entre 1 et 13, je pense. Entre 1 et 13, oui. Ouais, Par défaut, donc, c'est 1. par défaut, c'est 1. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on a fini le programme de la semaine 2. Donc, n'oubliez pas de rendre vos différents notebooks d'ici lundi. Donc, le notebook de la semaine 2. Pour ceux qui n'ont pas encore envoyé le premier notebook, donc, il faudra l'envoyer à nouveau aussi. Ismaël, Oui, dans l'interface de Python, oui. est-ce qu'il y a-t-il un bouton qui permet d'exporter des fichiers Excel pour faire une analyse de données en fait avec Python? Pas des boutons qui permettent d'exporter, mais des programmes que tu écris pour exporter. Là, c'est possible. Ok. Donc, tu peux écrire des programmes qui permettent d'exporter les données. Tu fais quoi, maths ou bien? Tu fais quoi? Tu suis quelle filière? Non, je suis gestionnaire. Gestionnaire. C'est juste qu'avec Excel, je peux aller dans l'interface VAB pour faire des programmations exécutées dans Excel. Ok, d'accord. J'aimerais savoir si c'est la même chose avec Python en fait. Oui, c'est la même procédure, c'est possible. C'est possible d'importer un fichier Excel sur Python et de faire les traitements nécessaires, de faire les calculs. Donc, si tu veux, après, je pourrais t'envoyer de la documentation là-dessus. Tu pourras t'exercer. Oh, d'accord, il n'y a pas de souci, ça marche. Ok, d'accord. Tu m'envoies un message sur Discord, comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci. On pourra y discuter. Merci beaucoup. Ok. Ok, merci. Au revoir. Monsieur Diallo, ça doit être partagé pour moi aussi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, faites-moi signe sur Discord, en PV. Inch'Allah. Okay. Merci. Ok, merci. À très bientôt. Merci.